Bonjour à tous, merci d'être là. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui si nombreux. Je suis donc Asna Berki-Aguez, directrice RSE du groupe Barjane et co-animatrice pour Afilogue de ces matinales aux côtés de Patricia Savin depuis le début de cette année. Deux mots sur Afilogue pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Afilogue est une association professionnelle qui compte 120 membres, qui représente tous les métiers de la supply chain et de l'immobilier logistique, des distributeurs industriels, des prestataires logistiques, des messagers, des investisseurs, des développeurs, des conseils, des aménageurs, des bureaux d'études. Toute une diversité d'experts qui s'investit et partagent leur expérience au sein de l'association pour construire la logistique de demain. Afilogue est aussi membre du conseil d'administration de France Logistique et on a un certain nombre de commissions, dont la commission de développement durable, qui est co-organisatrice de ces matinales et qui apporte aux membres une veille technique et juridique sur les enjeux et les solutions d'une logistique qui soit plus environnementale et plus engagée dans une responsabilité sociétale. Voilà, donc on organise cette année 4 matinales, c'est la première sur la loi ASAP. Il y en aura une autre en juin sur la neutralité carbone, en septembre sur la zéro artificialisation nette des sols, et enfin, en fin d'année, en novembre, on fera une matinale sur la biodiversité et les espèces protégées. Voilà, je passe la parole à Patricia qui va animer cette matinale et je vous souhaite une bonne réunion. Merci beaucoup Asna, ravie de cette co-animation. Donc Patricia Savin, présidente du réseau AURE, que je vais présenter dans un instant, et avocate associée au sein de DS Avocats. Alors la loi ASAP, loi d'accélération et simplification de l'action publique, très bel acronyme, du 7 décembre 2020. Cette loi ASAP a impacté le droit des installations classées pour la protection de l'environnement et donc, ce faisant, les entrepôts, puisque les entrepôts sont très, très majoritairement des ICPE. Cette matinale de 2 heures, autour déjà d'une présentation juridique rapide que je ferai à ce qualité d'avocate. Puis, nous aurons trois retours d'expérience. Un premier on va commencer par Jean-Baptiste Rérol, fondateur et dirigeant de JBD Expertise, qui nous apportera une vision porteur de projet. Puis, nous aurons une vision bureau d'études, rédaction, suivi administratif avec Alexia Monchot, du bureau Veritas. Et enfin, nous terminerons avec Jacques Demoustier, de CEMEX, pour un focus carrière. Voilà cette matinale. Vous avez l'onglet chat pour poser des questions un petit peu au fil de l'eau. Donc, soit nous répondrons en direct dans le chat, soit à l'issue de nos interventions parce que vous êtes très nombreux. On commence par un focus juridique, présenter ce qu'est cette loi ASAP, alors pas dans sa complétude, parce que c'est une loi quand même très, très vaste, mais uniquement ciblée sur les sujets ICPE. Grégoire, je te laisse lancer mon support, s'il te plaît. S'il veut bien se lancer. Voilà, en plein écran. Donc, la loi ASAP, quelles nouvelles règles en droit de l'environnement? En un mot, je vous présente quand même DS Avocats. C'est un cabinet d'avocats de 300 avocats dans le monde. Nous sommes 100 à Paris. Droit des affaires, avec une clientèle aussi bien d'acteurs privés que publics, et avec différents pôles, dont un pôle immobilier dans lequel se trouve le département droit de l'environnement que je dirige, département composé de 20 avocats spécialisés en droit de l'environnement, droit des affaires, donc la logistique également, bien évidemment. Slide suivante. On passe. Et avant le sommaire, un mot de AURE. AURE, c'est donc un réseau multi-acteurs, entreprises, collectivités locales, qui travaille sur 3 axes principaux, la biodiversité et l'économie, la RSE et l'économie circulaire. Nous avons une équipe de 15 salariés, donc Grégoire qui est en coulisses et qui s'occupe de la communication, une déléguée générale, et pour chacune de ces priorités, des groupes de travail composés à la fois de salariés de AURE et d'adhérents qui sont en général présents de groupes de travail.
Alors, la loi ASAP, je reviens maintenant sur le focus juridique, un mot de contexte, et puis un focus sur 4 articles de la loi ASAP qui vont nous intéresser ce matin. Alors, quel est le contexte de la loi ASAP? Alors, ça remonte à janvier 2020, avec un avis du Conseil d'État, un projet qui est déposé en février 2020, des débats entre mars et octobre, un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, une saisine du Conseil constitutionnel en 2020, une décision du Conseil constitutionnel sur laquelle je reviendrai, et enfin, pour avoir cette loi qui est promulguée le 7 décembre 2020. Donc, une adoption assez rapide, tout de même en une année, entre janvier et décembre, l'adoption d'une loi un petit peu fourre-tout, nous le verrons. Slide suivante. Alors, quels étaient les objectifs de cette loi et pourquoi cette loi qu'il a fallu prendre ASAP pour simplifier l'action publique? Bien, c'est un petit peu dans le prolongement de la Convention citoyenne, dans le prolongement aussi de l'affaire des Gilets jaunes, où il y a eu plusieurs manifestations de mécontentement. Et donc, le gouvernement a estimé utile de répondre aux besoins de simplification exprimés par les citoyens. Beaucoup trop de lourdeur, beaucoup trop de complexité de l'action publique, du droit pour certains aspects. Et donc, une loi un petit peu fourre-tout qui essaie de simplifier aussi bien certains aspects du droit de l'environnement que des aspects de la commande publique ou du droit de l'urbanisme également. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, alléger les lourdeurs administratives, nous le verrons. Le troisième, stimuler les relocalisations sur le territoire. Et enfin, favoriser la relance économique. Slide suivante. De nombreuses critiques suite à l'adoption de la loi ont été formulées, ainsi que dans le cadre des débats parlementaires. Un focus trop marqué sur la relance économique. Donc, les tenants associatifs ont considéré qu'il n'était pas bon de renforcer le secret des affaires, d'assouplir les règles sur les marchés publics, de multiplier des autorisations pour légiférer par voie d'ordonnance. Donc, autant de critiques que l'on entend de façon un petit peu récurrente et qui ont été plus marquées dans le cadre de la loi ASAP. Certains ont parlé de détricotage du droit de l'environnement, nous verrons pourquoi, cet aspect de détricotage, et une régression des principes environnementaux. Donc là, vous comprenez que les critiques formulées sont des critiques venant du milieu, alors quand je dis associatif, je dirais plutôt milieu ONG militante, pas toujours favorable au développement d'un tissu économique qui, de leur point de vue, développement qui vient en opposition avec la protection de l'environnement. Des critiques importantes, mais globalement excessives. En tous les cas, c'est mon point de vue, parce que nous sommes face à des dispositions qui sont conformes aux besoins exprimés de simplification du droit, de simplification des démarches administratives, avec quand même des dispositifs protecteurs de l'environnement qui sont renforcés, notamment en matière de cité sol pollué, et notamment par rapport à des enjeux de reconversion du foncier et des friches, des anciennes friches industrielles. Alors, le focus, 4 focus, celle d'avant, la slide d'avant. La loi ASAP, c'est quand même 149 articles. Donc, lorsque je vais regarder 4 articles, vous comprenez bien que je ne développe pas l'intégralité de la loi ASAP dans toutes ses composantes. Nous n'aurions pas le temps. Là, nous avons estimé intéressant et important quand même de faire un petit point sur cette loi ASAP, c'est que dans ces 149 articles, il y a quand même 4 qui sont très structurants pour le droit des ICPE, qui ont un petit peu été oubliés parce que ce n'était pas l'enjeu principal de la loi ASAP. Et pour autant, nous verrons avec les témoignages de ce matin qu'ils sont des articles très intéressants. L'article 56, 57, 58, 59, que je vais développer. Pour les articles 56 et 57, nous avons 2 projets de décret qui ont été soumis à consultation, mais qui n'ont pas encore été publiés. Pour les articles 58 et 59, il n'y a pas de décret attendu, donc ils sont
applicable en tant que tel. Focus sur l'article 56. Alors, l'article 56 permet, et je pense que nous le verrons après avec le porteur de projet, permet une exécution anticipée des travaux de construction avant la fin de l'instruction de l'autorisation environnementale. Vous savez que pour un projet de construction d'un entrepôt, il y a à la fois le permis de construire et puis l'autorisation environnementale. Deux démarches qui se parlent un petit peu, mais qui pour autant suivent leur logique juridique, l'une étant du domaine de l'urbanisme, l'autre du domaine de l'environnement. Donc, nous avons deux voies parallèles et l'enjeu, c'était comment faire pour essayer de gagner du temps. Pour un porteur de projet, il est intéressant d'aller assez vite dans la construction. Donc, ce qui est prévu ici, c'est que les travaux de construction, alors au risque et péril du porteur de projet, bien évidemment, si jamais à l'issue de l'instruction de l'autorisation environnementale, cette autorisation n'est pas délivrée. Mais en tous les cas, il y a cette possibilité d'exécuter les travaux de construction avant la fin de l'instruction de l'autorisation environnementale. Et nous savons que l'autorisation environnementale peut prendre du temps. C'est l'article 181-30 du Code de l'environnement qui a été modifié et qui nous dit que le préfet peut autoriser l'exécution des travaux de construction en amont, donc avant l'obtention de l'autorisation environnementale. Alors, pas dans n'importe quelle condition. C'est après qu'il était porté à la connaissance du public cette possibilité de commencer les travaux et une décision qui n'est pas possible pour tous les travaux. Alors, nous avons un projet de décret qui va justement un petit peu préciser ce cadre. C'est une disposition qui est intéressante parce qu'elle permet, je le disais, de faire gagner plusieurs mois ce planning d'un projet. C'est une proposition qui reste encadrée avec, bien évidemment, le risque qui doit être apprécié par le porteur de projet d'une procédure dérogatoire, quid, si il démarre les travaux et que finalement l'autorisation environnementale ne lui est pas délivrée. Il y a un entrepôt qui ne sert pas à grand-chose, parce qu'un entrepôt sans l'autorisation environnementale qui permet de stocker le matériel ne présente pas beaucoup d'intérêt. Autre point de l'article 56 de la loi ASAP, qui va modifier un autre article, enfin qui va même créer un nouvel article. Donc, ce même article 56 de la loi ASAP ajoute au Code de l'environnement un article 181-15-1. C'est un article qui est vraiment intéressant parce qu'il permet de procéder à un transfert partiel d'une autorisation environnementale. Alors, que nous dit cet article? Que un ou plusieurs tiers peuvent, avec l'accord du titulaire de l'autorisation, bénéficier d'un transfert partiel d'une autorisation environnementale. Alors, bien sûr, il y a des conditions. Il faut que le transfert ne soit pas substantiel, il ne faut pas qu'il y ait d'atteinte aux intérêts environnementaux, il faut respecter les distances d'éloignement, il faut justifier des capacités techniques et financières, et il faut identifier clairement les mesures relevant de chacun. Le préfet délivre alors une autorisation par partie concernée. Quel est le cas de figure qui est visé ici? Très clairement, c'est ce qui était dans les débats parlementaires et dans la proposition portée. Nous visions ici principalement les aménagements de grande envergure. Vous savez, par exemple, on va aménager un port. Donc, il y a un porteur de projet initial qui demande et qui obtient l'autorisation environnementale. Les travaux d'aménagement se font. Et puis ensuite, dans cette autorisation environnementale, il y aura par exemple des enjeux autour d'une dérogation espèce protégée, des enjeux de compensation. Mais au fil de l'avancement de l'aménagement, à un moment donné, le suivi opérationnel des mesures de compensation n'est plus entre les mains de l'aménageur initial, mais va être du ressort du constructeur. Et c'est là où le constructeur ou la commune, selon le devenir du projet global, vont se déclarer en disant, bien moi, pour cette partie-là de l'autorisation environnementale, je deviens le nouvel exploitant. Et moi, je le deviens pour cette partie-là de l'autorisation environnementale. Donc là où auparavant, nous avions une procédure un petit peu lourde de split, d'éclatement de l'autorisation environnementale initiale avec un nouveau dossier à déposer pour chaque titulaire d'une partie d'autorisation, là, c'est une simplification qui est vraiment très bienvenue, que nous mettons en œuvre au cabinet dans plusieurs dossiers
qui n'est pas encore complètement appréhendée par les inspecteurs DRAL, parce que c'est nouveau, ils ne la connaissent pas, on tâtonne hein, comment la mettre en œuvre. Ce qui est certain, c'est que c'est une demande qui est portée par le tiers, qui dit moi tiers, moi constructeur, moi commune, je veux être exploitant de droit en lieu et place du titulaire actuel pour telle partie de l'arrêté. Et le titulaire initial demeure exploitant pour ce qui est encore de son ressort. Et à la fin du fin, le cas échéant, l'aménageur dira maintenant, moi c'est terminé, je fais la cessation d'activité de ce qui me concerne moi. Et les autres parties d'autorisation demeurent vivantes, et notamment sur les enjeux de compensation environnementale, sur les dérogations espèces protégées qui peuvent perdurer sur 20-30 ans. Donc c'est une disposition, nous en parlerons peut-être après, qui était vraiment attendue et je pense devrait amener de la souplesse et surtout de la rapidité avec de surcroît des économies importantes parce que là on n'est pas dans un dossier a priori lourd à déposer, si ce n'est les capacités techniques et financières, mais ça maintenant ceux qui veulent être exploitants d'une partie d'une autorisation savent le faire. Pour article suivant, l'article 57, là, nous sommes dans un autre domaine. Alors, c'est un petit peu, un peu inventaire à la Prévert, mais vous voyez, c'est vraiment ça la loi ASAP, c'est plein de petites dispositions. Là, nous sommes dans le domaine des sites et sols pollués, avec l'hypothèse d'une fin d'exploitation, donc un exploitant ICPE qui doit faire une remise en état, une réhabilitation. Ce dernier exploitant, aujourd'hui, depuis quelques temps, peut se faire remplacer, se faire substituer par ce qu'on appelle un tiers demandeur. Donc, la réhabilitation d'un site ICPE ne sera pas menée par le dernier exploitant, mais par un tiers qui dit « moi, je veux être ce tiers substitué » et donc réhabiliter le site en lieu et place du dernier exploitant. Alors, bien évidemment, il y a une mécanique, hein. Il y a un dossier à constituer, il y a toute une contractualisation à mener, à rédiger entre le dernier exploitant et le tiers substitué. Et puis, au bout du bout, lorsque la préfecture aura étudié le dossier, elle délivrera un arrêté préfectoral de substitution au tiers demandeur. Ce tiers demandeur donc, va mener les travaux de réhabilitation en lieu et place du dernier exploitant. Et pourquoi cette procédure de tiers demandeur? C'est principalement pour viser l'hypothèse d'un changement d'usage. Nous avons un industriel qui ferme un site industriel, qui, par rapport à la mécanique du droit des ICPE, est tenu en droit peut être tenu à ne réhabiliter que pour un usage industriel, et derrière, le foncier est vendu à un promoteur qui, lui, va faire du logement. Donc, toute la logique était de dire, c'est stupide, et c'est vrai, de réhabiliter pour usage industriel, de vendre, puis on recommence la dépollution, entre guillemets, pour un usage sensible. Donc là, la mécanique du tiers demandeur, c'est on concentre tout en une phase et en gros, en général, c'est l'acquéreur, c'est le promoteur qui se déclare tiers demandeur et qui dit, ben, moi, on évite la phase de réhabilitation par le dernier exploitant, je réhabilite tout de suite et le foncier va être réhabilité tout de suite pour l'usage futur qui est le mien par rapport à un plan de gestion qui aura été validé par la préfecture, par l'ADREAL. Donc, c'est très intéressant. Ça commence maintenant, on a plusieurs dossiers de tiers demandeurs avec des arrêtés préfectoraux délivrés. Ça fonctionne bien, très, très bien. Et la question qui avait été posée dans le cadre de la loi ASAP, c'est de dire, mais lorsqu'il y a un tiers demandeur qui obtient l'arrêté préfectoral tiers demandeur, est-ce qu'il peut lui-même se faire substituer par un tiers? Donc, c'est un tiers substitué qui se substitue au tiers demandeur. La loi ASAP dit oui. On est d'accord. Il y a la possibilité de transférer sur un tiers la procédure tiers demandeur obtenue. Alors, pas à n'importe quelle condition, bien évidemment. Il faut que l'exploitant initial, qui reste in fine quand même responsable par exemple, de la pollution hors site, qui en général est exclue de la mécanique tiers demandeur, il faut que l'exploitant initial ICPE donne son accord à cette substitution du substitué. Il faut que le tiers demandeur, bien évidemment, en général, il est à l'origine, donne également son accord. Et, encore une fois, classiquement,
justification des capacités techniques et financières, des garanties financières ad hoc par rapport à la réhabilitation prévue. Et il faut que le niveau de réhabilitation soit, on dit identique, j'ai envie de dire à minima identique à celui du tiers demandeur. Il peut être plus important selon le projet du tiers substitué au tiers substitué initial. Peut-être qu'il va aller plus loin. Donc, quand on dit identique, il ne faut pas l'entendre. En tout cas, ça ne peut pas être moins contraignant que l'arrêté préfectoral initial du tiers demandeur. Je ne connais pas encore d'hypothèse dans laquelle cette procédure a été mise en œuvre, mais ça répond à un besoin potentiel assez, pas évident, mais réel. Avant-dernière slide, toujours dans le domaine des sites et sols pollués, il y a une attestation de mise à l'arrêt définitif d'une ICPE qui est renforcée avec une obligation pour l'exploitant d'une ICPE de faire attester la mise à l'arrêt définitif par une entreprise certifiée. C'était demandé notamment par l'UPDS, l'Union des professionnels de la dépollution des sols. Il y a un projet de décret à cet égard qui modifie différents articles du Code de l'environnement avec donc cette attestation, comment elle sera rédigée, peut-être que Bureau Veritas pourra nous en dire plus. Là, on est sur en quelque sorte une formalisation de la fin d'exploitation d'un site ICPE par une structure certifiée dans le domaine des sites et sols pollués. Slide suivante. Alors là, on est sur la gestion d'un accident. On a une ancienne rédaction qui prévoit la prise en charge par l'exploitant des dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises, contrôles mis en œuvre par l'État. Dans l'urgence, l'État peut être amené à réaliser des travaux, enfin plutôt des études, pardon, et donc ces études étaient prises en charge par l'exploitant. Dans la nouvelle rédaction, on va plus loin. Là, je pense qu'on était dans une démarche au regard des situations accidentelles survenues en France, parce que vraiment, la loi ASAP s'est adaptée aussi de tous les événements. Et on a ajouté à cette prise en charge par l'exploitant des études, on ajoute les dépenses engagées par l'État ou un tiers pour le suivi des impacts et des conséquences d'une situation accidentelle. C'est assez large. Ma petite crainte, c'est où mettre le curseur et où l'arrêter. Donc, je n'ai pas de réponse. Je dis juste attention, vigilance. Il y aura sans doute de la jurisprudence selon la façon dont l'État ou le prestataire sera amené à exiger en application de cet article qui n'a pas besoin de décret, me semble-t-il. La façon dont cet article pourra être utilisé. Slide suivante. Alors, ça, c'est plutôt intéressant, toujours dans le domaine des sites et sols pollués, parce qu'il y a un délai qui est imposé au dernier exploitant pour faire la cessation d'activité et déposer son dossier de cessation d'activité. Pour autant, il n'y avait pas de délai pour réhabiliter le site. Et là, je sors d'une réunion, un site qui a été fermé en 1976 n'est toujours pas réhabilité, la réhabilitation n'a toujours pas été menée à terme. Un site fermé en 1976. Alors, il y a eu des échanges multiples avec l'Adréal, il y a eu plusieurs études, mais au bout du bout, un site, une friche qui est toujours non satisfaisante en termes de réhabilitation. Donc là, nous avons l'indication législative, ça se faisait de plus en plus, les préfets dans les arrêtés, lorsqu'ils existent, de fin d'exploitation, fixent des délais, mais il n'y avait pas de base légale à cette fixation de délai pour réhabiliter un site ICPE. Maintenant, nous avons cette base légale avec le préfet qui peut, il n'est pas écrit doit, fixer un délai contraignant pour réhabiliter un site après consultation de l'exploitant, du maire, du président, ainsi que le propriétaire. Donc, la consultation de l'exploitant, c'est pour être certain que le délai fixé dans l'arrêté préfectoral de fin d'exploitation est compatible
avec l'ampleur des travaux de réhabilitation à mener. La slide suivante. Là, c'est dans le domaine, la même logique, mais dans le domaine du droit des mines, puisque les travaux miniers ne relèvent pas du Code de l'environnement. Hein. Les carrières, oui, les mines, non. Et je fais un petit aparté. La différence entre mines et carrières, ce n'est pas que les mines sont en sous-sol et les carrières en plein air. Hein. La différence, dans l'article 1er du Code minier, il y a des substances qui sont considérées comme stratégiques et donc qui appartiennent à l'État. Et ces substances stratégiques qui appartiennent à l'État ne peuvent être exploitées que dans le cadre de conventions passées avec l'État. Donc, le code minier, comme nous avons le pendant pour les ICPE et donc le cas échéant pour les carrières, applique la même logique en disant 3 ans pour engager une procédure d'arrêt des travaux miniers. Alors, ce n'est pas procédure de réhabilitation, hein, c'est vous engagez les travaux, enfin la procédure pour arrêter les travaux miniers. Et s'il n'y a pas d'activité pendant plus de 3 ans, nous avons déjà l'équivalent en matière ICPE. Alors, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux miniers. Là encore, pour quel objectif? Ne pas laisser des zones non exploitées avec des exploitants miniers qui ne font rien parce qu'ils ne veulent pas débourser et qu'au bout du jour, l'exploitant qui aurait dû engager la procédure d'arrêt des travaux miniers et réhabiliter, eh bien, soit en état de cessation des paiements et qu'il n'y ait plus personne pour mener les travaux requis. Voilà le focus sur les 4 articles de la loi ASAP qui peuvent intéresser le domaine, sauf le minier, mais je vais quand même signaler, le domaine de la logistique. Et ce que je vous propose, parce que nous sommes dans les délais, je vais même être un petit peu long, j'en suis désolée, de passer tout de suite la parole justement en retour d'expérience à Monsieur Rérol, Jean-Baptiste Rérol, fondateur et dirigeant de JBD Expertise, en retour d'expérience, porteur de projet. Est-ce que ces articles de la loi ASAP vont changer votre métier? Je vous passe la parole. Merci, Monsieur Rérol. On ne vous entend pas pour l'instant. Voilà, ça y est, je viens de mettre le micro. Bonjour à tous. Merci, Patricia. Donc, effectivement, vous m'avez laissé la possibilité de présenter un peu un retour d'expérience sur l'application de la loi ASAP. Alors, c'est un cadeau un peu empoisonné parce qu'on a très peu de retours aujourd'hui. Hein, c'est vraiment c'est extrêmement récent. Donc, voilà, j'ai quand même essayé de ressortir les 6 impacts principaux pour notre métier en anticipant un petit peu les retours futurs d'expérience puisqu'on en a très peu aujourd'hui. Voilà. Donc, certains ont été décrits et détaillés précisément par Patricia. Donc, je vais y revenir avec une approche opérationnelle en tant que porteur de projet. Un mot sur JBD. Donc, JBD en une seule page. Donc, JBD, donc une entreprise qui a été créée en 2015, membre d'Afilog depuis sa création. Et qui est un développeur d'entrepôts logistiques spécialisé qui le fait sous 2 formes, en tant que conseil ou en tant que promoteur, et à chaque fois tourné vers l'utilisateur. Donc, en quelques chiffres, donc on a ces 2 offres de conseil et de promotion très complémentaires, et on réalise en moyenne 250 000 m² par an. On a fait un petit peu plus, on a fait 280 000 m² l'année dernière, et on va faire 317 000 m² donc en 2021 en construction, en travaux. On a aujourd'hui 15 projets et on intègre les 7 métiers essentiels et nécessaires au développement d'entrepôts qui sont le juridique, le technique, le réglementaire et j'en passe et des meilleurs. Tous les métiers en fait qui consistent à construire et à développer un entrepôt. Voilà, on est une équipe de 11 opérationnels et des administratifs et on construit tout type d'entrepôts, que ce soit les grandes hauteurs, les multitempératures, les mécanisés, et avec ou sans matière dangereuse. Voilà. Voilà, donc avec quelques photos de nos expériences. Donc voilà en une page le métier de JBD. Donc je passe maintenant au cœur du sujet avec donc les 6 impacts principaux qui nous semblent pertinents pour notre métier d'opérateur et de développeur en immobilier logistique. Le premier, comme le disait Patricia, c'est l'anticipation des travaux. Alors on a
peu de recul aujourd'hui sur cet article en particulier, mais c'est quand même une avancée. Enfin, c'est une avancée, c'est un retour à ce qui était possible il y a quelques années. Donc, on peut maintenant, comme le disait Patricia, donc, démarrer les travaux donc, avant la délivrance de l'autorisation environnementale. Donc, on peut gagner 2 ou 3 mois. Mais il y a un grand mais. Vous verrez, comme dans toutes les avancées, il y a un grand mais. D'abord, ce n'est pas valable pour toutes les autorisations. Donc, si on a des espèces protégées, on ne peut pas démarrer les travaux avant que l'autorisation soit délivrée. Et il y a un autre mais qui est aussi important, c'est que depuis quelques années, il y a beaucoup plus de recours sur les autorisations environnementales. Donc, le risque de démarrer les travaux avant d'obtenir l'autorisation est beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 15 ou 20 ans. Donc, très peu d'investisseurs, notamment, quand il s'agit de régimes locatifs, sont aujourd'hui quelque part volontaires ou demandeurs de démarrer les travaux avant, de démarrer les travaux avant l'arrêté et même sa purge. Donc voilà pour le premier sujet. Le deuxième, c'est donc s'agissant des enquêtes publiques. Donc on a la possibilité maintenant, en régime d'autorisation, donc de remplacer l'enquête publique par la consultation du public. Donc ça on l'a vécu, c'est plutôt intéressant parce qu'on n'a pas de commissaire enquêteur, donc ça simplifie la procédure. On peut aussi gagner un petit peu de temps. Et puis, on a souvent, c'est moins générateur d'observations, parfois, qui ne sont pas forcément pertinentes sur le projet. Donc, disons qu'on est plus dans le fond que dans la forme. Ça, quelque part, c'est une avancée. Mais encore une fois, moi, j'émettrais quand même 2 réserves importantes. La première, c'est que ça ne concerne aussi qu'une partie des autorisations. Donc, ça ne concerne que les autorisations qui ont fait l'objet d'une dispense d'évaluation environnementale. Donc, bien sûr, pas celles qui sont en systématique, mais aussi celles qui font l'étude de cas par cas, doivent être dispensées pour pouvoir être en consultation du public et pas en enquête publique. Et puis, la deuxième, c'est que dernièrement, ces dernières années, les enquêtes publiques pouvaient, à l'initiative du préfet, être réduites de 30 jours à 15 jours. Et cette possibilité donc, ne sera plus applicable sur une consultation du public en l'état actuel de la réglementation. Troisième retour d'expérience sur la loi ASAP, c'est donc le bénéfice de l'antériorité pour donc, les installations existantes. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a donc en fait, c'est une clarification plutôt de la réglementation. Quand il y a une évolution réglementaire, alors qu'un projet neuf que la demande d'un projet neuf a été déposée et a été jugée complète, alors le projet est considéré comme existant. Du coup, la nouvelle réglementation ne s'applique sur le projet qu'en tant qu'existant. Et donc, un certain nombre de contraintes ou dispositions ne sont applicables qu'aux entrepôts neufs. Donc ça aussi, c'est bien évidemment une clarification qui est nécessaire. Il y a encore un mais qui est plus petit que les autres, c'est que cette considération n'est pas applicable. Donc, il y a des exceptions à cette application pour tout ce qui est lié à la santé, à la sécurité ou la salubrité publique. On l'a vécu d'ailleurs dernièrement, en retour d'expérience, sur ce qu'on appelle le poste Lubrizol. Donc, il y a certains aménagements de gros œuvres qui ont dû être appliqués, qui ne devaient pas l'être en fait sur des existants et qui ont dû l'être dans cette configuration en tant que sécurité publique. Le public s'applique pour santé, sécurité et salubrité. Donc, c'est santé publique, sécurité publique, salubrité publique. Quatrième point, c'est donc Patricia en a bien parlé, hein, donc je vais aller vite sur ce point-là, c'est la divisibilité de l'ICPE. Donc, en fait, c'est ce qu'on peut appeler aussi le transfert partiel, qui a donc les avantages qu'a bien ciblé Patricia. En revanche, c'est très encadré, c'est très conditionné. Par exemple, il faut que les capacités techniques et financières du tiers soient de nouveau validées. Il faut identifier clairement les mesures relevant de chacun. Enfin, c'est très encadré. Et aussi, un exemple qui est très concret, il faut respecter les distances. Donc, si vous voulez couper l'autorisation en deux, il faut que les 2 autorisations respectent les distances réglementaires
au même titre que deux autorisations distinctes. Et donc, c'est pas ou peu applicable à des bâtiments. Enfin, on ne peut pas couper un bâtiment en deux, en fait, hein, puisqu'en fait, on n'aura pas les distances réglementaires. Donc, nous, on considère que c'est plutôt applicable sur des parcs, pour des foncières qui ont des parcs avec plusieurs bâtiments et qui ont donc la possibilité de scinder leur parc en plusieurs autorisations. Avant, on devait considérer que sur la même entité foncière, on avait une seule autorisation. Donc aujourd'hui, on pourra le faire on pourra le scinder en fait, que chaque bâtiment ait sa propre autorisation, à condition de respecter les différentes conditions et notamment celle de distance. Voilà. Et puis, donc l'avant-dernière, c'est s'agissant du CODERST. Donc effectivement, maintenant, en régime d'enregistrement et de déclaration, quand on n'est pas en application stricte de la réglementation, avant donc la loi ASAP, on était obligé de passer par un CODERST en enregistrement et déclaration, ce qui n'était déjà plus le cas en autorisation. On pouvait déroger en autorisation. Donc là, en fait, l'objectif est un réalignement avec ce qui se passe en autorisation. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut gagner un petit peu de temps s'il n'y a pas de CODERST. Quoique, on peut aujourd'hui avoir des CODERST de manière très rapide, mais bon, en tout cas, on considère qu'on peut gagner 1 à 2 mois sur la procédure. Et il y a un deuxième avantage, c'est que quand on a des nouvelles prescriptions sur un arrêté qui a déjà été mis en service, il n'y a pas systématiquement donc un passage en CODERST. En revanche, là, il y a un 2 mais aussi important. En cas de ce qu'on appelle des circonstances locales, le passage en CODERST est de nouveau systématique. Et surtout, nous, on estime que ce sujet il est encore très flou, il n'est pas tranché, il n'est pas maîtrisé par les administrations. Les textes aussi réglementaires n'ont pas été aujourd'hui adaptés, donc il n'est pas opérationnel. On ne peut pas l'adapter aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Voilà, et enfin, un dernier point aussi que Patricia a bien décrit, c'est, donc je vais aussi être assez bref sur ce sujet-là, c'est sur la mise à jour de l'étude d'impact dans le cadre d'autorisation qu'on pourrait dire en cascade. Typiquement, par exemple, une autorisation sur un parc avec une autorisation sur un bâtiment qui est dans le parc. Eh bien, donc, dès lors qu'on a obtenu une autorisation avec une étude d'impact sur le parc, et qu'on dépose un permis sur le bâtiment qui est situé dans le parc, on n'a pas, comme précédemment, comme avant, donc ça c'est la véritable avancée, à refaire intégralement une étude d'impact. On peut bénéficier de l'antériorité de l'étude d'impact sur le parc. Pour autant, tout ce qui est nouveau, toutes les nouveautés qui sont liées à la création de ce bâtiment doivent faire l'objet d'une actualisation de l'étude d'impact et doivent être instruites. L'avantage aussi, c'est que l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier ne portera que sur ces évolutions et pas sur la globalité. Donc, elle ne peut pas remettre en cause l'autorité environnementale, ce qui a déjà été acté précédemment, d'où cette antériorité. Voilà. Donc, c'est très intéressant. C'est une démarche, je pense qu'elle était nécessaire, mais elle concerne très peu de projets. Il y a vraiment très peu de cas qui sont concernés. Donc, voilà. Donc, en conclusion, en résumé, je pense que vous l'avez un peu senti dans mon ton, c'est qu'il y a des progrès, des avancées, donc en tout cas, ce n'est pas des retours en arrière, donc c'est plutôt positif, mais c'est quand même souvent très encadré, très limité, très conditionné. Donc, c'est quelques petites évolutions, mais aucune révolution. En tout cas, pour ce qui s'agit, s'agissant de l'ICPE. Voilà. Pour nous, ce qui manque vraiment, réellement, et ce qui reste à faire encore, donc c'est là où on a quelque part une frustration, c'est d'avoir un mode d'emploi. Alors, pas forcément que pour nous. Nous, on est spécialistes de ce métier-là. Voilà, tous les opérateurs de ce métier connaissent bien la réglementation, mais pour les administrations, pour ceux qui viennent sur ce marché-là, on aurait besoin d'un beau mode d'emploi réglementaire sur l'application de la loi. Il y a vraiment des flous et des complications qui sont difficiles et qui sont parfois contraignantes, voilà, et qui parfois amènent à des erreurs ou sur des projets de l'administration en particulier. Voilà. Ce qu'on aimerait aussi, nous, c'est un cadrage des délais d'instruction de l'ICPE, un peu ce qui a été fait en 2017 sur l'urbanisme. Hein, rappelez-vous, maintenant, le permis est tacite quand l'administration ne répond pas. Et donc ça, pour nous, c'est ce qui manque cruellement, c'est plutôt ce cadrage des délais d'instruction de l'ICPE, même si on a des intentions, mais on n'a pas de cadrage réglementaire avec des autorisations tacites. C'est plutôt des refus tacites qui existent aujourd'hui. Voilà, donc il y a ce qui nous manque aussi, mais ce qui est en projet, hein, qui est prévu pour la fin de l'année, c'est un décret d'articulation entre justement le permis de construire et l'ICPE, donc entre l'urbanisme et l'environnement. Et puis enfin, ce qui nous semble aussi, nous, en tant que porteurs de projets et qui réalisons une quinzaine de projets par an,
c'est quelque part la valorisation des échanges qui sont en off avec les services instructeurs avant de déposer les dossiers. Parfois, on a des échanges qui sont très constructifs. C'est là où on essuie les plâtres avec eux, on prend des décisions qui sont importantes, structurantes, et qui parfois sont négligées ou mal considérées pendant la procédure, et ce qui pour nous est vraiment une perte pour l'administration et pour nous. Donc, ce serait pour nous intéressant, quelque part, de sanctuariser, d'officialiser un peu ces échanges qui sont faits avant les procédures. Merci. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, de ces compléments très opérationnels. Il y a une question à laquelle je vais répondre. Jean-Baptiste, si vous voulez également y répondre, je vous passerai la parole. C'est sur le split de l'autorisation environnementale. Peut-elle être non pas sur une thématique, mais sur un périmètre géographique? Alors, le split, au sens visé dans la loi ASAP, donc c'est l'article 56, l'article 181-15-1, on parle de transfert partiel d'une autorisation environnementale. Donc, on n'est ni dans une logique géographique, ni dans une logique thématique pour mener actuellement des dossiers en appliquant l'article 181-15-1. La façon dont on procède, c'est prescription par prescription. Donc, on a une autorisation environnementale unique avec des prescriptions compensation, des prescriptions exploitation, des prescriptions construction, par exemple. Et pour être certain que ça passe, justement, on fait un travail très un peu bête et méchant de dire, voilà, les articles 1, 15, 8, 25, moi, tiers, je veux les reprendre. Les articles 12, 13, etc., c'est moi qui vais les reprendre. De telle sorte que l'idée, c'est de rassurer l'administration sur le fait que l'autorisation environnementale qui avait été délivrée à un instant de raison à l'issue d'une instruction longue, complexe, documentée, et qui impose des prescriptions de fonctionnement demeure, et que toutes les prescriptions sécuritaires pour l'environnement, pour la sécurité, salubrité, santé publique, restent à l'égal. Elles ne seront pas, ces prescriptions, portées par un seul pétitionnaire, le titulaire initial, mais ces prescriptions seront portées par plusieurs. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est ni thématique ni géographique, c'est un découpage de l'autorisation environnementale initiale en plusieurs, en prenant vraiment les prescriptions. Donc, ça peut rejoindre les thématiques. Ça peut rejoindre le périmètre géographique, oui. Alors oui, si on se met dans l'hypothèse d'un entrepôt avec un parc, on va l'essayer d'ailleurs prochainement dans un dossier, un parc logistique avec plusieurs bâtiments, une autorisation environnementale unique pour le parc, et l'idée c'est d'opérer le split pour certains bâtiments. Donc, on rejoint l'idée géographique. Je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'on est là encore vraiment dans l'expérimentation. Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous avez un complément. Oui, absolument. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et sur la partie géographique, sachez aussi que nous, on a cette problématique-là aujourd'hui sur un parc, qu'on est en train de scinder en plusieurs autorisations, et donc on utilise la loi ASAP pour le faire. Donc c'est vrai que ce n'est pas extrêmement clair, mais en tout cas, on l'applique, et voilà, en tout cas, ça nous paraît applicable géographiquement. Vous avez eu un retour de l'ADREAL sur cette demande? Oui, bah, qui découvre le texte en même temps que nous, en fait. Hein. Donc, voilà. Mais quelque part, son interprétation n'exclut pas du tout un découpage géographique du parc. Oui. Alors, il y a eu d'ailleurs une question qui a été posée par Afilog à la DGPR sur comment comprendre cet article 180-15-1. Donc, ce que nous vous traduisons aujourd'hui, Jean-Baptiste et moi-même, est conforté par la DGPR. On est vraiment sur l'idée de ne pas redéposer tout un dossier. Et du coup, parce que vous avez de l'avance sur mon dossier, Jean-Baptiste, c'est intéressant. Par rapport à cette application de 180-15-1, est-ce que l'administration demande un dossier très
très conséquent avec prouver les distances d'éloignement, est-ce qu'on se retrouve, en gros, est-ce que c'est vraiment simplifié ou pas tant que ça? Non, en fait, pas vraiment. Ah. C'est-à-dire qu'effectivement, alors c'est pas tranché, Ouais. et en fait, on nous demande de refaire une étude de danger. Ah bon? Voilà. Ben, c'est pas l'esprit de la loi, par contre. Non, c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas tranché encore. C'est encore en discussion. Mais Alors, je peux me permettre ouais. résister, parce que si Ah, bien sûr, bien évidemment. Mais pour pas créer de précédent, parce que tout l'intérêt de 195-1, c'est justement de ne pas retomber dans le truc d'avant où c'est étude de danger et tout. Non, justement, c'est la demande, c'est pas ce qu'on accepte, c'est la demande qui a été faite au début. Ils ont dit, eux, qu'on pouvait le scinder géographiquement, mais qu'il fallait faire de nouveau une étude de danger, notamment sur la partie flux. Voilà ce qu'ils nous ont demandé. Je vous laisse, Jean-Baptiste, et 2 autres questions. Est-ce que la loi ASAP permet de ne faire qu'une enquête, de faire une enquête publique qu'au titre des ICPE et non plus également au titre des PC? Je n'ai pas vu que la loi ASAP visait cela, non? Vous avez eu ça, Jean-Baptiste? Non, mais c'était déjà le cas avant. On pouvait, sur demande du préfet, même si ça s'est inversé. Maintenant, avant, c'était sur demande du préfet. Maintenant, il faut que le préfet demande à ce que ce soit deux enquêtes séparées. Mais en tout cas, on peut tout à fait réunir les 2 enquêtes avec l'accord du préfet, oui, tout à fait. Mais pour moi, ce n'était pas dans la loi ASAP. C'était déjà le cas. Oui. Alors, on va arrêter peut-être les questions pour passer quand même. Alors, juste 2 questions rapidement. Quels sont les cas pour lesquels il ne sera pas possible de démarrer les travaux de construction avant la fin de l'instruction? Vous l'avez dit, espèces protégées. Il y avait d'autres hypothèses, je ne les ai plus en tête. Vous l'avez en tête, Jean-Baptiste? Non, pour moi, c'est sur la partie environnementale. Quand il y a une dérogation qui est demandée sur les espèces protégées, et je ne vois pas d'autres cas, non. Je regarderai en même temps dans le texte. L'attestation de mise à l'arrêt définitive d'une ICPE est-elle bien exigée uniquement pour la cessation totale et non pas en cas de cessation partielle? Ce n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé, mais pour moi, ça devrait s'appliquer en cas de cessation partielle d'une ICPE parce que je pense notamment à des sites industriels de grande envergure où il y a une partie du site qui va être mis en cessation d'activité partielle pour laisser le reste de l'activité fonctionner. La logique voudrait que l'attestation s'applique également à la cessation partielle. Voilà, oui, autorisation de défrichement, vous avez raison, merci, je regarderai aussi. Voilà, je vous propose de passer à la suite. C'est Alexia. Oui, c'est moi. Bonjour, c'est à vous, Bureau Veritas. Je vous passe la parole pour un regard bureau d'études sur tout ce qu'on vient d'évoquer, justement. Okay. Oui, bonjour à tous. Donc, Alexia Monchot, Bureau Veritas. Alors, attendez, je vais juste partager mon écran. Hop. Voilà. Donc voilà, moi j'interviens dans cette matinale sur la loi ASAP en tant que bureau d'études, donc Bureau Veritas. Donc moi je fais partie de Bureau Veritas Exploitation, donc je suis dans le service maîtrise des risques HSE. Et donc moi j'interviens en tant que référente nationale ICPE pour le compte de Bureau Veritas. Donc moi mon sujet de prédilection ce sont les ICPE. Alors, juste rapidement, je pense que vous connaissez tous Bureau Veritas, mais bon. Donc, moi, je suis sur la partie exploitation. Donc, on rayonne dans toute la France. On a environ 4500 collaborateurs en France répartis dans 10 régions géographiques. Et donc, au sein de ces régions géographiques, on a des services. Donc, il n'y a pas 4500 collaborateurs qui bossent sur les ICPE. Il y a du travail, mais pas tant que ça, on va dire. Donc, c'est aussi mes collègues qui font tout ce qui est contrôle, inspection, service sur les sites. Et donc, nous, sur la partie ICPE, principalement, on réalise les dossiers de… Excusez-moi. Oui. On ne voit pas votre écran. Ah, mince. J'avais partagé. Excusez-moi. Pas de souci. Merci en tout cas. Est-ce qu'il arrive? Oui, c'est bon. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Excusez-moi, merci en tout cas. Donc, je disais juste, donc nous, pour la partie Bureau Veritas Exploitation,
Donc, sur la partie ICPE, donc nous, on réalise tout ce qui est dossier autorisation, enregistrement, déclaration. Donc, on a beaucoup de clients qui sont membres de la FILOG, puisqu'en fait, on fait beaucoup de dossiers pour des entrepôts logistiques, clairement, et des évaluations environnementales sur ces dossiers. On intervient pour la partie déclaration un peu à la marge, donc voilà, et puis sur la partie risque sanitaire. Et également, on a des pôles qui s'occupent de tout ce qui est sites et sols pollués, donc qui font les études historiques de vulnérabilité et les plans de gestion, entre autres. Donc, c'est pour ça que la loi ZAP, en tout cas, concerne une bonne partie de nos métiers. Donc, alors, moi, je vais pas refaire de redite par rapport à ce qui a été dit par Patricia et Jean-Baptiste précédemment. Donc, nous, avec une vision, on va dire, nous, on travaille en collaboration avec les porteurs de projets, hein, puisque on sert en fait, on écrit et on rédige l'ensemble des dossiers d'installation classés pour leur compte. Et donc, en effet, hein, nous, ce qu'on retient en tant que bureau d'études, hein, les principaux points qui ressortent de cette loi ZAP, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect simplification et sécurisation des procédures ICPE, donc tous les sujets qui ont déjà été développés. Sur la partie participation publique, donc la partie CODERST, et bien évidemment également sur les obligations sur la remise en état des sites industriels. Donc là, je ne vais pas revenir en détail, on en a beaucoup parlé. Par contre, juste un petit point de complément par rapport à ce que Jean-Baptiste a dit sur la partie des non-rétroactivités, hein. Donc, si on a un dossier qui est en cours d'instruction et qu'en cours d'instruction, la réglementation était amenée à évoluer, on est bien d'accord qu'on va se retrouver maintenant. Il est dit que l'installation en tant que telle, elle va être considérée comme installation existante et pas comme installation nouvelle. C'est des choses, par exemple, alors moi j'ai beaucoup travaillé sur la partie post-Lubrizol, donc tous les textes qui sont parus à cette fin d'année 2020, dans septembre 2020, avec cette application en 2021 sur qui va impacter, hein, les rubriques 15-10, on va dire, pour la partie anthropologistique. Et cette non-rétroactivité, dans les textes, il est bien noté, hein, qu'on parle on considère les installations au moment on considère le dépôt d'un dossier complet. En fait, il y a cette notion, hein, qui est importante à bien mettre en avant quand vous déposez des dossiers, et que les DREAL n'ont pas toujours bien compris, hein. Le dépôt complet du dossier, c'est pas le dossier c'est pas le dossier où l'Adréal va dire OK, tout est bon pour moi, on peut partir en enquête, par exemple. Un dossier complet, hein, c'est quand, une fois que vous avez déposé toutes les pièces par rapport au CERFA, par exemple le CERFA d'autorisation, en gros, il ne manque aucune pièce. Ça ne veut pas dire que des demandes de complément ne vont pas être demandées par la suite. Donc, en fait, ça, c'est bien important. On a eu des échanges, nous, avec la DGPR sur ce sujet-là, hein. C'est bien ce qui est noté dans tous ces textes. Et cette non-rétroactivité, donc, par rapport à ce qu'on se considère installation nouvelle et existante, le petit bémol, comme l'a dit Jean-Baptiste, c'est sur justement encore le post-Lubrizol, où le préfet garde la main sur les sites existants. Malheureusement, il a la possibilité de dire certes, vous êtes existant, certes, vous avez une antériorité, mais par contre, on va se retrouver. Moi, je considère que votre site a un risque pour l'environnement, pour la salubrité publique et autres. Donc, je vous demande d'appliquer des choses qui ne seraient pas applicables liées à votre antériorité. Voilà, c'était juste ce petit point que je voulais ajouter. Par rapport aux autres points, nous, on n'a pas encore, vous voyez, hein, tous ces textes, ils commencé à être applicables depuis fin décembre. On n'a pas encore eu beaucoup de retours d'expérience sur l'ensemble de ces sujets. Mais on espère gagner un peu de temps sur les procédures de ICPE, justement. Et un des gros points qui a été évoqué par Patricia Savin sur la partie remise en état des sites industriels,
C'est vraiment, en fait, maintenant d'en faire attester la remise en état par une entreprise certifiée. Donc, nous, Bureau Veritas, et je pense mes confrères, on va demander à être entreprise certifiée, hein, puisque on fait tous les travaux de remise en état, alors dans la partie cité sol pollué, mais également sur la partie ICPE. Donc, moi, je suis plus sur le côté ICPE que cité sol pollué, mais clairement, on réalise régulièrement des dossiers de cessation d'activité, donc cessation partielle ou complète. Je rejoins Patricia sur son analyse sur est-ce que cette attestation devra être faite, on va dire, également devra être faite pour la partie partielle. C'est vrai que c'est pas précisé, mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas, hein, puisque comme elle disait, hein, sur des très gros sites industriels où il y a eu des arrêts d'unités très polluantes, ça me semble intéressant que ça soit le cas. Donc là, c'était juste, donc ça sera applicable au 1er juin 2022, donc c'est pas, on a encore un peu le temps. Pourquoi on a encore un peu le temps? Parce que justement, il y a eu un projet de décret qui est en cours, qui devrait paraître normalement prochainement. Enfin, on n'a pas encore les dates, mais en tout cas, ils sont passés au CSPRT suite aux consultations du public. Et donc, en fait, nous, on a été consultés également pour la partie certification. On va suivre une norme. En fait, il existe déjà une norme pour les qualités de sol qui est la NFX 31620. Ça, c'est pour vous, pour les puristes. En tout cas, là-dedans, cette norme, on a plusieurs parties qui sont de... Mince, excusez-moi. Pardon. Mince. Voilà, il y a plusieurs parties, excusez-moi, hein. Donc où il y a les différentes prestations sites et sols pollués. Et en fait, il y a une partie 6 qui est en cours, où on a été consulté sur son contenu. Et cette partie-ci, ça va vraiment être l'exigence qui va être demandée pour l'élaboration de l'attestation de mise en sécurité du site. Et là, on va parler principalement de l'aspect déchets, sécurisation du site, sur l'aspect eau, et on est vraiment sur une notion de ce qui va pouvoir être fait par des ingénieurs HSE, on va dire. Ça ne va pas être la partie purement SSP, enfin cité sol pollué. Donc ça, c'est un vrai avancement, et donc il y aura des choses à mettre en œuvre. Un petit point aussi qui a été indiqué dans le projet, donc on en a parlé, la substitution du tiers demandeur. Dans ces projets de décret, il est dit que en fait, si le préfet ne répond pas à leur demande, en fait, au bout de 2 mois, ça équivaut à un rejet. Donc, il y a beaucoup de choses dans le Code de l'environnement, où soit le silence vaut acceptation, ou soit le silence vaut rejet. Voilà pour cette partie, on va dire, cité sol pollué. Et je voulais juste faire un petit point sur les décrets d'application de la loi ASAP. Donc, on en a parlé, hein. C'est ce qu'on attend justement pour que nous, on puisse s'appuyer sur du concret dans le cadre de la rédaction de nos dossiers. Donc, tout ce qui est... donc, il y a tout un projet de mise en cohérence du Code de l'environnement par rapport à tout ce qu'on a vu sur les notions d'actualisation d'études d'impact. Alors, on commence déjà à avoir un peu de retour d'expérience dessus. Et nous, notre crainte, c'est des lectures différentes, parce qu'on travaille... donc, nous, on travaille au niveau national. Moi, je travaille principalement en région Rhône-Alpes-Auvergne, mais on se rend compte qu'on a quand même une lecture différente entre DREAL, entre administration, entre autorités environnementales également, où on a quand même des lectures qui ne sont pas
pas toutes identiques. Alors, des fois, on arrive à avoir l'avis de la DGPR qui nous permet après de redescendre, mais ça, c'est un vrai point négatif, hein, surtout ces changements réglementaires, parce que nous, on les découvre en même temps que les administrations et clairement, on se rend compte que la lecture n'est pas toujours, enfin, ils ne comprennent pas toujours comme nous, on le comprend. Alors, on peut très bien se tromper, hein, également, mais en tout cas, et je rejoins également sur ce que disait Jean-Baptiste, hein, d'avoir vraiment un cadrage précis des administrations pour pas qu'on se retrouve face à des différences d'interprétation notables. Donc, on travaille souvent avec les mêmes porteurs de projets dans des départements différents et on se retrouve à devoir ajuster notre discours en fonction des DREAL et des guichets uniques. Et, donc, c'est vraiment compliqué. Et justement, par rapport à ce sujet d'études d'impact, on a un projet d'anthropologistique, hein, dans une ZAC qui a fait l'objet d'une évaluation environnementale. Donc nous, on s'attache uniquement au dossier d'anthropo et en fait, on nous demande, en fait, on a déposé un cas par cas comme c'était demandé pour justifier ou pas d'une évaluation environnementale. Et en fait, on nous a tout arrêté la procédure en disant, en gros, voyez avec la ZAC, c'est à la ZAC de mettre à jour son étude d'impact. Donc en fait, nous, on se retrouve complètement bloqué parce que notre projet, il va pas pouvoir se faire, enfin le projet de mon client va pas pouvoir se faire tant que la ZAC n'a pas mis à jour son étude d'impact. Alors que normalement, l'étude d'impact, elle a anticipé les différentes implantations, mais donc voilà. Donc c'est là aussi où on attend vraiment l'attente, hein, pour la partie loi ASAP, c'est d'avoir une cohérence dans les procédures. Donc ça, c'est vraiment voilà, ce que nous, pour l'instant, on ressent. On n'a pas trop, on est un peu inquiet, on va dire, dans la lecture future de tout ça. Et on a peur vraiment que l'accélération voulue, ça ne soit pas vraiment une accélération, parce qu'on a un peu des retours d'expérience sur la simplification des procédures ICPE, qui au final n'est pas une réelle simplification dans les faits de nos dossiers. Nos dossiers n'ont jamais été aussi lourds et aussi importants. En fait, on nous demande de plus en plus de choses alors qu'on est censé simplifier les procédures. Voilà, ça va un peu à l'encontre de tout ça. Pour la participation, le recours à la participation du public par voie électronique, ça, comme disait M. Rérol, on va gagner un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est toujours un temps sur les procédures qui sont longues en termes d'ICPE. Patricia Savin en avait parlé, hein, pour la partie démarrage des travaux avant obtention de l'autorisation environnementale. Hein, en fait, cette décision, il faut attendre, voilà, le délai de 4 jours est fixé dans ces projets de décret d'application. Et en effet, il y a aussi une meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d'enregistrement ICPE. En fait, dans ces projets de décret, il y a une modification du code d'urbanisme également qui est prévue en fait pour sécuriser les procédures. En fait, quand vous déposez un dossier d'enregistrement ICPE, si vous demandez trop d'aménagement, en fait, le préfet peut vous demander de basculer en procédure d'autorisation, mais potentiellement, vous pourriez avoir eu le permis de construire accepté avant, et si vous basculez en autorisation, ça peut devenir caduc. Donc, en fait, l'idée, c'est de sécuriser ces différentes procédures sans retarder les délais. Donc, à voir dans les faits comment on va pouvoir voir précisément tout ce point. Et dernier slide, et après, je laisserai la parole à M. de Moustier, mais dans les autres mesures prévues, en fait, ils ont profité, hein, de ces décrets pour ajouter des petits points. Et il y avait des points importants que j'avais identifiés, hein. Sur l'uniformisation des délais de l'autorité environnementale pour rendre son avis, hein, en gros, quand vous êtes en procédure, l'autorité environnementale doit donner son avis au projet et cet avis doit être transmis avant le début de l'enquête publique, par exemple. En fait, avant, on avait 2 délais entre donc la MRAE, je pense que c'est en général avec eux que vous avez affaire dans le cadre de vos projets, donc c'est la mission régionale de l'autorité environnementale. Et on a aussi une
autorité environnementale nationale qui gère les grands projets d'implantation. Et donc, eux, normalement, ils étaient sur 3 mois. Là, ils essayent d'harmoniser les délais. Un point important aussi pour les renouvellements d'autorisation environnementale. Alors, je sais que M. de Moustier doit en parler, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais actuellement, en fait, il y a un délai de 2 ans qui est prévu avant la fin de l'autorisation pour que l'exploitant demande un renouvellement sans avoir à tout reprendre à zéro. En fait, ce délai, il s'est avéré qu'il paraissait beaucoup trop long pour les exploitants. Là, ils ont prévu de le réduire à 6 mois pour ce point-là. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans les décrets. Après, c'est plus à la marge pour l'harmonisation. Hein. Donc, on en a parlé, hein, les capacités techniques et financières, c'est des points assez importants dans le cadre des dossiers d'autorisation ou avec des évaluations environnementales. Et là, l'idée, c'est de s'aligner pour le régime d'enregistrement, de s'aligner sur la procédure d'autorisation. Donc ça, au moins comme ça, on n'aura pas de distorsion entre les différents régimes. Un point particulier, alors peut-être certains d'entre vous ont des projets qui ne sont pas soumis à autorisation ou enregistrement, mais à déclaration. Et les anthropologistiques, en fait, s'ils sont soumis à déclaration, ils sont soumis à contrôle périodique. Donc, en fait, c'est des bureaux d'études comme nous qui faisons ces contrôles périodiques, soit tous les 5 ans, soit tous les 10 ans si vous êtes ISO 14001, donc si vous avez un suivi de management environnemental. Et là, en fait, les bureaux d'études qui font ces contrôles, en fait, ils doivent transmettre à Audréal et au ministère directement les non-conformités qui ont été observées sur ces points-là. Et donc là, l'idée, c'est d'améliorer en fait ces informations avec l'administration. Initialement, on envoyait ça, c'était le ministère, au niveau de la DGPR que c'était géré. Là, on va envoyer directement aux inspecteurs ICPE locaux. Donc, ça permettra de gagner du temps sur la gestion des non-conformités majeures et du suivi de ces installations soumises à déclaration. Et juste un dernier point, le dernier, justement sur la partie, on va dire, ça va dans le sens de la simplification. Hein, depuis fin d'année, là, depuis le 17 décembre, de tête, il me semble. Maintenant, les autorisations environnementales, ICPE, autorisation environnementale unique, donc pas que ICPE, on a aussi les IOTA concernés. En fait, on peut faire des dépôts en ligne. Donc, en fait, la téléprocédure est ouverte pour ces autorisations, pardon. Donc là, clairement, par contre, ça nous fait gagner du temps. Là, en termes de retour d'expérience, maintenant, on fait directement en ligne. Donc, il faut compter, on va dire, peut-être le premier dépôt qu'on fait en ligne, il faut compter bien une bonne demi-heure pour rentrer toutes les pièces, voire même un peu plus. Maintenant, une fois qu'on est rodé et qu'on a bien toutes les pièces, en 20 minutes, le dépôt est fait. On gagne du temps de reprographie, on gagne du temps de transport, parce qu'on n'a pas… Et on gagne du papier aussi, hein, parce que les dépôts, les quatre gros dossiers qu'on a envoyés au guichet unique, et en fait, au moins là, on a la complétude, en fait. Même si on ne parle plus vraiment de complétude, mais en gros, toutes les pièces, on a directement l'accusé de réception et on commence à discuter en live avec l'administration directement par le serveur guichet unique de l'environnement, là, le GUN-ENV. Et ça marche vraiment plutôt bien. Et il y avait une incohérence, en fait, puisque le CERFA, hein, le CERFA d'autorisation qui existe, en fait, on n'a plus à l'utiliser dans le cadre de la téléprocédure. Donc là, ça a été reprécisé dans ces projets de décret parce qu'en fait, directement, chaque pièce, les pièces jointes, les PJ sont directement précisées dans le logiciel. Donc voilà, ça c'est un point positif, on va dire, sur ces sujets de simplification. Pour info, il est prévu là sur 2021, moi je travaille avec la DGPR également sur la partie enregistrement. Donc il est prévu prochainement qu'on fasse les tests de téléprocédure sur la partie enregistrement et on devrait on espère d'ici fin 2021 pouvoir déposer les procédures d'enregistrement également en téléprocédure. Donc ça c'est un vrai avancement sur
sur les délais. Pour conclure, moi, je rejoins parfaitement ce que disait Jean-Baptiste Réroll sur la partie porteur de projet. J'attends de voir, en fait, puisque pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de retours. J'attends de voir et j'espère vraiment qu'il va y avoir une communication faite auprès des administrations par rapport à la lecture à avoir et qu'on ne se retrouve pas à comprendre la même chose et se retrouver bloqué et perdre du temps parce que des fois, on se retrouve à devoir discuter et finalement, on arrête les délais d'instruction et on repart à zéro et c'est là où on perd du temps. Voilà, Merci. je vous remercie. Merci beaucoup, Alexia. J'en profite sur… on est tous dans l'attente de la traduction opérationnelle de ces dispositions qui se veulent simplificatrices. Et du coup, j'en profite pour faire un appel à tous. C'est-à-dire que dans vos dossiers, si ce que l'on vous décrit comme étant l'esprit de la loi, à savoir gagner du temps, aller plus vite, ne pas rajouter de la paperasserie à la paperasserie, ne correspond pas à des retours terrain de différentes DREAL, ne pas hésiter à en aviser à Philog pour qu'il y ait une remontée auprès de la DGPR et que la DGPR fasse redescendre l'interprétation qui est celle du gouvernement, qui est celle de la DGPR. C'est surtout pas, on ne revient pas au monde d'avant. Il faut que toutes les dispositions telles qu'on les a décrites et telles qu'elles sont dans la loi doivent être appliquées par les différentes préfectures, différentes DREAL, qui à mon avis ne va pas être le cas, sans préjuger, parce que les habitudes sont ancrées, parce que voilà, à chaque manifestation, bien, on peut avoir un inspecteur qui a envie d'en rajouter un petit peu. C'est bien humain, sauf que ce n'est pas l'esprit de la loi. Donc, résistez. Il ne faut pas que ça crée de jurisprudence. Et n'hésitez pas, Asna, on est d'accord, à Philog, à cette action, à ce lien direct avec la DGPR pour qu'il y ait ce guide, comme on a le guide des entrepôts 1510, qui est un guide qui s'applique, mais il n'existe pas aujourd'hui. Donc, ça va être au bon vouloir des DREAL. Il y a une question, après on reviendra sur les travaux exécutés avant. Vous avez répondu sur la téléprocédure pour l'enregistrement. Il y a une autre question sur la téléprocédure des rubriques 4000. Est-elle maintenant permise? Alors oui, justement, on avait fait une demande parce que, alors ça a été une grosse surprise parce qu'en fait, on a eu un premier guide pour la téléprocédure où ce n'était pas indiqué et dans le guide qu'ils ont fait paraître, je crois, le 24 décembre, enfin une date où on n'est pas… peu de monde a été retéléchargé, le nouveau guide, est apparu un encart, en effet, où il disait que dans le cadre des rubriques 4000, en fait, on ne pouvait pas faire la téléprocédure. Donc, nous, on a… Alors, moi, je fais partie également de Filiance, donc c'est ex-Coprec, donc donc c'est le bureau, en fait, qui regroupe tous les acteurs de la certification. Donc, j'ai mes collègues de Socotec, APAV et autres. Donc, on a fait remonter cette question à la DGPR et ils nous ont répondu qu'en fait, ça concernait que les sites Céveso, avec des rubriques 4000 pour lesquelles il y avait nécessité de cacher les quantités. Vous savez qu'il y a eu pendant, alors je ne sais plus, il y a 3-4, enfin un peu plus peut-être, maintenant le temps passe vite, mais en gros, pour la sécurité interne des sites, de ne pas décrire et de ne pas donner précisément les quantités de produits dangereux qu'on a sur les sites. Donc, en fait, c'est dans ce cadre-là qu'ils demandent de ne pas le faire parce qu'on n'a pas la possibilité de masquer dans le cadre de la téléprocédure. Par contre, dans le cadre d'entrepôt, d'ailleurs, c'est mon cas, où on a des rubriques 4000, parce que voilà, on a une cellule de liquide inflammable, d'aérosol et autres, on a la possibilité, si on n'est pas Céveso, ou même si on est Céveso seuil bas, mais qu'on n'a pas de notion de masquer en fait les quantités, on peut faire la téléprocédure et on l'a fait et il n'y a pas de blocage. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est surtout, il faut entendre des Céveso seuil haut qui eux ont, il faut se coordonner pour la téléprocédure. Mais pour la partie entrepôt logistique, en général, il n'y a pas de souci, même si on a des rubriques 4000. Et certification LNE pour être certifié?
Alors ça, c'est mes collègues SSP. Nous, on est certifié LNE pour la partie site et sol pollué, travaux, forage. Par contre, je n'ai pas d'infos sur la partie attestation de la Oui, mise en c'est ça. sécurité du site. Il n'y a Oui. pas forcément de nécessité pour l'instant. Il n'y a pas forcément de lien avec le LNE puisqu'on reste sur, on n'intervient pas sur le sol entre guillemets, sur cette pure notion. On reste vraiment sur le code de l'environnement, cessation d'activité. Et Monsieur Demoustia, avant de vous passer la parole, juste sur la disposition 180-30, sur plusieurs questions, sur l'exécution anticipée des travaux de construction avant la fin de l'instruction de l'autorisation environnementale. Donc, pour bien préciser les choses, donc c'est l'article 180-30. Cet article a été très critiqué. Il y a une saisine du Conseil constitutionnel en disant que cette disposition porte atteinte à la non-régression du droit de l'environnement et contraire à la charte de l'environnement. Il faut savoir qu'il y a quand même 26 articles de la loi ASAC qui ont fait l'objet de la saisine du Conseil constitutionnel. Au départ, cette loi ASAC, c'était trentaine d'articles, pour être 147 maintenant. Comment ça fonctionne? Donc, on nous dit bien, vous pouvez exécuter les travaux avant la fin de l'instruction de l'enquête de l'autorisation environnementale. Premièrement, après consultation du public, que le public soit au courant qu'il va y avoir une exécution anticipée des travaux et délai de 4 jours, nous dit le projet de décret, ce n'est pas encore validé, mais dans le projet de décret, effectivement, ils disent bien les travaux ne pourront commencer que 4 jours après la fin de la consultation du public. 2, à supposer, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean-Baptiste, à supposer que les travaux concernés ne nécessitent pas l'une des décisions mentionnées au grand 1 de 180-2 ou grand 1 de 214-3. Alors 214-3, je fais vite, c'est tout ce qui est autorisation loi sur l'eau. Donc, ça répond à votre question, Monsieur Sébastien Cornu. Puisqu'on est autorisation de loi sur l'eau, on est dans un régime de compensation et effectivement, on n'a pas le droit de faire des travaux avant que la zone de compensation n'ait été mise en œuvre. Donc là, on ne rentre pas dans ce droit de dérogation, puisqu'on est vraiment dans le régime loi sur l'eau, 214-3. Et 181-2, alors là, il y a beaucoup d'autorisations qui sont visées. Donc, c'est en gros, si les travaux dont on demande l'exécution anticipée relève d'une réglementation spécifique, le préfet ne pourra pas délivrer la dérogation. Et donc, 180-2, ça va être autorisation spécifique émission de gaz à effet de serre, autorisation de défrichement, autorisation biodiversité, réserve naturelle, sites classés, etc. Il y en a 14, je ne vais pas tous vous les lire. Mais ce qu'il faut retenir, je ne sais pas si vous partagez mon analyse, Alexia, Jean-Baptiste, c'est travaux anticipés, à supposer que ces travaux ne relèvent pas d'une réglementation spécifique. Vous partagez, Alexia? Absolument, oui, absolument. Oui, absolument. Sachant que nous, on avait quand même certains porteurs de projets. Peut-être que Jean-Baptiste, vous pourrez affirmer le contraire, mais en tout cas, il était déjà tous les travaux de terrassement, tous les travaux de préparation de terrain, les porteurs de projets, en tout cas les constructeurs, essayent de toujours négocier, même s'ils n'ont pas encore l'autorisation effective, de pouvoir essayer de commencer à préparer le terrain, et c'est-à-dire de se dire, tant que je n'ai pas l'autorisation, de toute façon, je ne touche pas, je ne commence pas à construire ou je ne commence pas à mettre en œuvre des bâtiments qui pourraient à la fin changer, parce qu'on préjuge d'un avis à la fin de l'instruction, mais on n'est pas à l'abri, même en Coderst, qu'il y ait un revirement sur des mesures. Donc on va souvent dans ce cadre-là. Jean-Baptiste, un complément là-dessus? Parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Non, mais effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on a une dérogation à espèces protégées, on ne peut pas aller sur le terrain tant qu'on n'a pas l'autorisation, quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair et tout le monde l'applique. Il n'y a pas de doute. Après, c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a peu d'investisseurs, que ce soit un investisseur utilisateur ou un investisseur bailleur, qui prennent le risque de démarrer avant l'ICPE et même avant sa purge. C'est devenu quand même un sport national aujourd'hui d'aller… regardez ce qui s'est passé pour Amazon un peu partout en France. C'est devenu un sport national, mais pas que pour Amazon, d'aller contester
les différents éléments de l'arrêté. Donc, je crois que ce n'est pas une avancée qui va être vraiment qui va être au bénéfice des porteurs de projets. Je partage votre point de vue. Là, c'est l'avocate qui parle. Beaucoup de contentieux, effectivement, sur l'autorisation environnementale. Alors, sur le volet dérogation espèces protégées, là, c'est du pain béni, avec une analyse très dure de la raison impérative d'intérêt public majeur. Et puis, savoir que la dérogation pour commencer les travaux avant la fin de l'instruction de l'autorisation environnementale peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un référé suspension. Donc, il n'est pas certain que le jeu envahit la chandelle, en réalité, par rapport à la pratique. Jacques Demoustier, un petit regard spécifique sur le monde des carrières, au regard de tout ce qu'on vient de se dire. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci. Oui, donc en effet, Jacques Demoutier, donc, pour la société Cemex, hein, mais ce n'est pas Cemex là, qui est intéressant, c'est tout le monde en effet des carrières. Hein, le monde des carrières, comme vous le savez tous, ce produit minéral donc, qui rentre dans beaucoup de domaines de la construction et des travaux publics. Rapidement, quelques chiffres. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 3000 carrières qui sont actives en France, hein, à différents degrés de production. On a la chance en France d'avoir un sous-sol assez diversifié, donc il faut savoir en prendre soin, il faut savoir l'économiser. Il y a les enjeux d'économie circulaire, de recyclage des matériaux, bien sûr, qui sont à prendre en compte. Mais c'est 3000 carrières réparties de manière homogène sur le territoire, auprès, bien évidemment, des grands centres de consommation majoritairement. C'est la nécessité aujourd'hui, indépendamment des débats sur l'évolution des transferts de matériaux. Je ne parlerai pas de transfert, mais de complémentarité de matériaux dans la construction. Aujourd'hui, on a tendance à opposer le bois et le béton. Il y a plutôt des enjeux de complémentarité à avoir. Aujourd'hui, on consomme tous, en moyenne, 20 kilos par jour de cailloux. Voilà. Donc, on est face à une matière première qui n'est pas rare parce qu'on a un sous-sol, je ne vais pas dire quasi inépuisable, hein, mais qui est à prendre avec beaucoup de prudence quant aux éventuels impacts que peut avoir cette activité sur l'environnement. Et là, la France et les adhérents de l'UNICEM et des autres syndicats professionnels partenaires n'ont pas à rougir de la prise en compte de l'environnement et de l'impact de ces activités sur l'écologie, aussi bien en phase d'exploitation qu'en phase de réaménagement et post-réaménagement. La loi ASAP pour les activités de l'industrie extractive. Alors, on a une activité qui est un peu différente de toutes les autres ICPE, en carrière, j'entends bien. C'est qu'on va venir faire une parenthèse dans la vie du sol, on va être en permanence en mouvement dans le temps et dans l'espace. Je vous prends un schéma simple, une carrière, admettons 100 hectares, vous n'allez pas avoir 100 hectares en dérangement, vous allez avoir 10-15 hectares qui vont être en dérangement. Et donc, on va avoir cette notion de réaménagement coordonné. Donc, déjà, deux approches. Quand on est soumis à des mesures de compensation, bien évidemment, la compensation doit être effective avant la destruction potentielle du milieu. Vous imaginez bien, quand vous êtes phasé dans le temps et dans l'espace, ça va déjà commencer un petit peu à complexifier les dossiers. Voilà, donc une ICPE, j'ai envie de dire un petit peu en parallèle, une ICPE qui ne passe pas en CODERS, mais qui passe en CDNPS, donc qui est beaucoup plus regardée sous l'angle impact sur les milieux naturels qu'au titre de l'ICPE à strictement parler. Il y a des enjeux de santé publique, bien évidemment, hein, tous les enjeux de bruit, poussière, vibration, type de matériaux extraits qui sont à prendre en considération. On est peu ou pas soumis aux rubriques 4000 ou dans des considérations extrêmement faibles. La notion d'entrepôt en carrière est aussi relativement faible et les hangars sont en général assez limités. Je ne parle pas des usines qui vont venir être amenées à traiter les matériaux une fois l'extraction réalisée. Je reste bien là sur la partie extractive. Donc, on est une ICPE, je veux dire un petit peu atypique. On aurait pu être classé dans les mines, mais là, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Il y a encore quelques mines en France. Il y a les carrières pour les matériaux moins nobles, moins stratégiques. Mais cet ensemble fonctionne vraiment pareil dans l'esprit. Alors, cette loi ASAP, je vous avoue, je suis un peu comme vous, on est un peu attentiste. En quoi elle va apporter une simplification dans nos activités. Aujourd'hui, ce qu'on relève majoritairement, oui, en effet, c'est cette notion de réduction des demandes de renouvellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, demander un renouvellement 2 ans avant la fin de l'arrêté d'une ICPE, parce que les carrières
par rapport à beaucoup d'autres ICPE, sont limités à 30 ans maximum. Ce qui peut engendrer parfois des tensions assez fortes quand vous arrivez à moins de 2 ans, que vous n'êtes pas sûr de finir d'avoir extrait votre gisement, ou vous allez avoir besoin d'un peu plus de délai pour finir votre réaménagement en conformité avec votre arrêté préfectoral, ou avoir besoin de demander une modification des conditions de réaménagement avant de fermer le site, parce que le territoire a évolué entre-temps et que votre site, prendre des exemples assez concrets, l'urbanisme a gagné, puis le terrain que vous aviez prévu de réaménager en agricole il y a 20 ou 25 ans, aujourd'hui, est devenu pour le territoire stratégique à réaménager en zone d'activité industrielle, par exemple. On le voit de plus en plus fréquemment. Donc, cette loi ASAP, aujourd'hui, on est comme vous, on attend un guide. On attend un guide opérationnel. Et ce que l'on craint, ce que vous disiez, Alexia, c'est que aujourd'hui, ce projet de loi ASAP, il y a un point qu'on considère qu'il n'a pas pris en considération, c'est la notion d'homogénéité au niveau national. La notion d'intime conviction de chaque instructeur, le fait que chaque DREAL, en fonction de chaque instructeur, en fonction de sa sensibilité propre ou de l'affect, je veux dire, qui met dans l'instruction d'un dossier, on a des divergences d'instruction extrêmement larges d'un territoire à l'autre. On est parfois surpris que certains dossiers passent sans observation, malgré qu'il y ait des enjeux sécuritaires, d'impact qui sont assez lourds, et de simples dossiers de renouvellement, sans demander de modification des conditions d'exploitation, prennent 5-6 ans à aboutir. Parce que oui, vous avez un guichet unique, oui, vous avez un instructeur référent, et vous avez toute l'interférence des autres services qui vont venir lors de l'instruction. On parle des DREAL, mais sur un dossier, il y a la DDT qui va intervenir de son côté. Il va y avoir donc les différents services nature qui vont intervenir. Vous allez avoir les services loi sur l'eau qui vont intervenir. Donc, en fonction des sensibilités de chacun, vous êtes incapable, aujourd'hui, on est incapable en France de savoir sous quel délai vous allez pouvoir être instruit. Donc, s'il y a un faible, c'est cette obligation pour l'administration de s'engager sur des délais. Alors aujourd'hui, malheureusement, absence de réponse vaut refus, ce qui est un gros point sensible, un gros flou. Et donc, il n'y aura pas à notre sens, la loi ASAP n'apportera pas d'amélioration forte, en tout cas pour les activités carrières, d'autant plus que, comme ça l'a été exposé, dans nos activités, en tout cas, la prégnance du Code de l'environnement sur toute la thématique éviter, réduire, compenser est extrêmement forte. Donc, rien que ce paramètre-là vient ne pas nous faire bénéficier à ce stade, en tout cas, mais on peut toujours espérer des avancées espérées par la loi ASAP. Comme il a été dit, qui est aujourd'hui encore trop laissée en termes d'interprétation, alors parce que neuve, parce que récente, il va falloir qu'elle rentre dans les esprits, et que même la DGPR sorte au fur et à mesure ses notes de services et d'application, est trop laissée à l'appréciation de chaque DREAL local. Voilà, donc attentistes, déçus, pas de changements fondamentaux attendus à notre niveau, une apparente simplification de façade, peut-être une possibilité de bénéficier un petit peu plus de numérique, comme vous disiez Alexia, de ne plus avoir à transporter quelques tonnes de papier dans nos chères préfectures. Mais sur le fond, fondamentalement, en termes de délai, si vous gagnez 15 jours, 3 semaines, à l'amont, vous n'avez aucune garantie de les récupérer. Et puis cette notion très forte qui a été évoquée aussi, de la notion de complétude, de recevabilité, de saisine de la MRAE, à quel moment l'instructeur va décider de transférer le dossier, de juger sa complétude pour à la fois saisir, en cas d'autorisation, le TA pour la nomination d'un commissaire enquêteur. Et comme vous l'aviez évoqué, il faut qu'en parallèle, la MRAE soit saisie et réponde dans les 2 mois. À quel moment
l'instructeur va considérer que le retour de la MRAE va être pas trop catastrophique, hein, pour que le dossier ne nécessite pas des compléments forts au titre de toutes ces thématiques environnementales qui pourraient remettre en cause un décalage, par exemple, de l'enquête publique. Voilà, donc on vit déjà ces expériences-là et aujourd'hui, la loi ASAP n'apporte aucune amélioration dans ce domaine-là. Peut-être que sur certaines activités, on va dire plus concentrées en secteur urbain, plus avec une approche un peu plus systématique, ce qui est difficilement le cas en carrière, hein, parce que chaque milieu naturel est atypique, chaque roche est atypique, chaque mode d'extraction est atypique. Donc, à chaque extraction, son identité propre. Peut-être que pour d'autres secteurs d'activité sous régime ICPE, ça apportera une petite plus-value, hein, mais j'ai bien senti dans vos propos que vous étiez aussi un petit peu observateur encore à ce stade. Nous, on l'est d'autant plus dans l'industrie extractive que le poids de l'enjeu de l'impact sur l'environnement au titre principalement des ERC est déjà tellement prégnant qu'aujourd'hui, l'ICPE, quelque part, n'en est qu'à plus relativiser. Tant que les enjeux IOTA, loi sur l'eau, dérogation espèces protégées n'est pas traité, l'ICPE, quelque part, n'est même pas peu ou pas à regarder. Voilà. Donc, de la prudence, de l'attention, certes, de la vigilance, et vous l'avez dit, qu'il faudra avoir lorsqu'on déposera, on sera amené à déposer les prochains dossiers, ne pas hésiter à remonter ou à Philog ou à nos syndicats professionnels toute la liberté d'interprétation que pourrait s'octroyer par peur aussi, par crainte de leur côté. On peut se mettre du côté de l'administration de 2 minutes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le risque de recours est tellement fort, hein, est tellement prégnant sur toutes ces autorisations que ni le demandeur, ni le pétitionnaire, l'administration ne souhaite que ça se termine, au TA, parce que c'est du travail mis en l'air pour tout le monde. Donc, on peut comprendre cette crainte et cette prudence, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, une latitude un peu camouflée qui soit laissée aux administrations. Donc, voilà ce que je peux vous exposer comme propos. Donc, rien de très positif, mais rien de négatif non plus. Comme ça a été dit, ça n'apporte pas de moins-value. Heureusement, hein, la loi française est déjà tellement bien complète, hein, qu'il ne s'agissait pas d'en rajouter une couche trop importante. Merci beaucoup, M. Demoutier, pour ce regard carrière. Alors, c'est vrai, c'est particulier parce que vous avez un focus, vous l'avez bien dit, très important sur tout ce qui est compensation, biodiversité et autres, qui d'une certaine façon, prend le pas sur le régime ICPE, qui normalement est le régime principal pour les entrepôts. Normalement, parce que bien évidemment, parfois, on peut avoir dans des opérations de construction des enjeux dérogation espèces protégées, et là, les porteurs de projets savent à quel point c'est contraignant. Juste en réponse à une question, là, de nouveau, sur l'autorisation anticipée de travaux. Alors, moi, j'aimerais apporter un regard quand même positif sur ces avancées, parce que ce serait dommage qu'il y ait dans la loi ASAP des dispositions ICPE qui ont fait l'objet de critiques, mais d'une virulence dans la doctrine incroyable, avec quand même saisine du Conseil constitutionnel, avec des articles à n'en plus finir sur on détricote le droit de l'environnement, principe de non-régression mis à mal, c'est un scandale, c'est une honte. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant cette matinale, c'est qu'il y a la théorie où des ONG militantes ou des convaincus de l'environnement considèrent que c'est vraiment, ça a été un coup de poignard dans le dos du droit de l'environnement, les quelques dispositions qu'on vient d'évoquer. Quand on croise ensemble, on se rend compte que ce n'est pas si révolutionnaire que cela. C'est ce que moi j'ai mis dans un article, le droit de l'environnement est très protégé. C'est simplement de la simplification opérationnelle à supposer qu'elle soit comprise et appliquée par les administrations locales. Je crois beaucoup, et il faudra qu'on tienne, sur la nouvelle disposition de split de l'autorisation environnementale initiale.
Là, je pense que pour les parcs logistiques, pour les projets d'aménagement, voire pourquoi pas pour des carrières avec plusieurs fonciers, et finalement, il y a une partie que vous ne souhaitez plus porter, mais la faire porter par un tiers, normalement, ça devrait être plus rapide, plus simple et moins onéreux. Donc là, on a une disposition qui est vraiment intéressante à cet égard. Sur les travaux, pour répondre à la question, mais on peut partager tous ensemble, hein, Jean-Baptiste, Alexia, à quel moment est-il judicieux de demander cette autorisation anticipée, donc pour faire des travaux avant la fin de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, dépôt du PC, dépôt de l'ICPE, phase de recevabilité, quel est le délai de décision du préfet? Alors, je vais vous donner ce que nous dit le droit, parce que moi, je ne l'ai pas encore appliqué. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, Alexia, vous l'avez encore appliqué. Je ne pense pas, qu'on a encore le projet de décret. Ce que nous savons aujourd'hui, nous dit l'article 181-30. Donc, c'est que cette autorisation préfectorale qui porte dérogation pour commencer des travaux qui ne sont pas autorisés à d'autres titres. Hein. Si les travaux sont autorisés à d'autres titres, biota, défrichement, espèces protégées, on oublie. Donc, c'est vraiment des travaux basiques de chez basique. Il faut déjà, et on nous dit que le préfet doit avoir pris connaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée, ce qui laisse supposer que le PC doit déjà avoir été délivré. Que 2, il faut que la consultation du public ait eu lieu, donc consultation du public de 30 jours. Et 3, le préfet ne peut rendre sa décision que lorsque c'est 4 jours impératifs ou c'est à minima 4 jours après, nous dit le projet de décret Alexia. On nous dit le délai prévu est fixé à 4 jours. 4 jours, oui, 4 jours fixe. Donc, normalement, 4 jours après. Il doit délivrer l'arrêté préfectoral permettant d'exécuter des travaux avant la fin de l'instruction. Une question qui n'est pas tranchée, c'est qu'à défaut de délivrance de cet arrêté, la logique voudrait que son silence vaille refus. Un grand classique, mais qui est assez compliqué. On a des tableaux dans tous les sens sur le silence vaut refus, le silence vaut acceptation tacite. C'est assez infernal, il faut être très précis. En matière d'ICPE, alors même parfois certains PC soumis, enfin contraints ou conditionnés à l'ICPE, l'absence de réponse vaut, enfin, les administrations en général l'interprètent comme un refus systématique. À partir du moment où il y a un enjeu ICPE. Oui, alors en termes de PC, peut-être pas stricto sensus, mais dès qu'un PC est lui-même contraint ou demandé dans le cadre d'une ICPE, absence d'autorisation de mémoire explicite vaut refus. Alors, ça dépend, mais c'est là où c'est compliqué, parce que, par exemple, pour la procédure tiers demandeur, on peut avoir un accord implicite au bout de 3 mois sur l'usage envisagé. Si l'usage reste le même, en fait, je crois que c'est ça. Hein. Si l'usage futur… Même pas? Même pas. D'accord, j'ai cru. Ouais, non. Ouais, c'est là où c'est très compliqué, en effet. Ou usage différent. Donc, cet usage est transmis pour info au préfet et il y a accord implicite au bout de 3 mois. De même, sur une procédure, un exploitant inconnu, pour le niveau de réhabilitation à atteindre, il faut l'accord du maire ou du propriétaire du terrain. Et à défaut d'accord, enfin de retour de leur part, au bout de 3 mois, il y a un accord implicite. Sinon, tout le reste, c'est décision implicite. Donc, c'est là où c'est compliqué, c'est que parfois, c'est accord implicite. Dans d'autres hypothèses, c'est refus implicite. Faut vérifier point par point, parce que même dans la même procédure tiers demandeur, on n'a pas la même règle procédurale. Je regarde les questions. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si les intervenants ont vérifié. Mais il me semble que oui. Alors, n'y a-t-il pas également les opérations d'archéologie préventive qui doivent être réalisées avant les travaux? Oui. Mais ça, c'est la loi sur l'archéologie préventive. On n'en a pas parlé, mais bien évidemment, ça doit être réalisé avant tout travaux et ça peut même stopper. Je pense que Jean-Baptiste, vous pouvez intervenir. Oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter, en fait. Effectivement, avant de démarrer les travaux, le terrain doit être libéré de toute contrainte archéologique.
Et effectivement, si pendant la réalisation des travaux, on découvre un vestige archéologique, on a obligation d'information auprès de l'administration qui s'appelle la DRAC, et la DRAC peut décider par arrêté de suspendre les travaux. Et ça peut être long. Ça peut être très long. Il y a certaines régions qui sont… voilà, le bassin du Rhône, là, on a régulièrement des arrêts liés à l'archéologie. Merci les Romains. Oui, exactement. Ouais. Alors, dans le domaine de l'archéologie, il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité d'une région à l'autre. Alors là, c'est vraiment des entités régionales. Hein, la notion départementale est un peu moins présente, il y a moins de notion de délégation d'idées. Normalement, l'archéologie, si malheureusement il y a vestige, la prescription doit prendre en compte l'impact économique de cette prescription sur le projet. Enfin, il faut trouver un équilibre dans cette prescription archéologique entre le projet, la réalité de l'importance du vestige et puis la réalité du projet d'un point de vue économique. Dans ce domaine, il y a énormément de disparités également. Vous avez, je vais être un peu cru dans mes propos, vraiment des DRAC opérationnels, vous avez des DRAC administratifs. Oui, comme nous avons… Vous avez des passionnés d'archéologie et vous avez des pragmatiques de l'archéologie. C'est vrai. D'autres réactions? Asna, peut-être, veux-tu réagir? Il y avait juste une question à laquelle on n'a pas répondu, il me semble. C'était l'attestation de mise à l'arrêt définitive d'une ICPE est-elle bien exigée uniquement pour la cessation totale et définitive et non pas en cas de cessation partielle d'une installation ICPE? Si, on a répondu. Ce n'est pas tranché dans les textes. Avec Alexia, on avait la même analyse. Ce n'est pas tranché dans les textes. Mais la logique voudrait que, oui, l'attestation soit applicable également en cas de cessation partielle, puisque sur la partie où il y a cessation partielle, c'est terminé, on doit lancer la procédure. Donc, avec Alexia, on partageait l'analyse, oui. Oui, je confirme. Hein. À voir dans les faits, après, ce qui va nous être demandé. Hein. Pour l'instant, on est un peu encore dans le flou. Oui. Je pense qu'on a tout vu. Asna, je ne sais pas si tu as des questions ou des commentaires additionnels par rapport à ta pratique aussi, peut-être. Non, pour l'instant, je dois vous avouer que nous, on n'a pas trop testé la loi ASAP pour l'instant. Donc, écoutez, Jean-Baptiste, des réactions? Il y a une question, mais il me semble qu'on a plus ou moins répondu. Je ne sais pas si la réponse suffira. Oui. De Floriane Pireda donc, on a effectivement indiqué qu'on pouvait passer en consultation du public à la place de l'enquête publique en régime d'autorisation. Et ça, c'est possible uniquement pour les autorisations qui sont dispensées d'évaluation environnementale. Alors après, est-ce que c'est systématique? Ça, moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que dès lors qu'on est dispensé d'évaluation environnementale, on est forcément en consultation du public? Ça, je n'ai pas la réponse. Moi, je confirme parce que c'est une possibilité, mais je n'ai pas l'impression de le lire comme en gros, dès qu'on n'a pas évaluation environnementale, on est sans enquête. Enfin, on passe seulement en consultation électronique. Enfin, voilà, c'est pas. Si ce n'est pas systématique, je ne connais pas les conditions qui permettent de dire qu'on est en consultation du public. Est-ce qu'on est fait l'application, je pense, du service instructeur? Voilà. C'est le risque. Hein. Le risque. Et en fonction de la pression que pourrait ressentir l'administration ou le territoire en termes de risque potentiel de recours, de pression associative dès le démarrage. Voilà, c'est tous ces éléments intangibles qui influent énormément sur les… Alors, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la consultation du public par voie électronique. Nous, on le voit dans le cas des contentieux, peut avoir un effet pervers. En ce sens que, et on l'a vu, hein, donc, notamment dans le cadre des enquêtes publiques, la veille de la fin de l'enquête publique, je pense que vous le connaissez souvent en matière de carrière, la veille de la fin de l'enquête publique, un afflux mais massif d'opposition, en général, on ne sait pas, oui, on veut la carrière, ou oui, on veut l'entrepôt, un afflux massif d'opposants qui donne du coup une impression de refus incroyable et qui peut biaiser le regard du commissaire enquêteur sur le projet parce que tout est concentré dans
en 24 heures, 48 heures. Et c'est orchestré, bien sûr. Ah oui, Cette approche très, j'ai envie de dire médiatique, mais buzz vis-à-vis du commissaire enquêteur. oui. Après, là aussi, voilà, en fonction du commissaire enquêteur, il va avoir pas la capacité à décortiquer et à voir le fondement des récriminations, ou sinon il va les prendre en masse et en numéraire. C'est ça. Très bien. Écoutez, je pense, dans une dernière question, y aurait-il une modification et une mention de délai pour les PAC, pour les porter à connaissance dans la loi ASAP? Dans la loi ASAP, je n'ai pas vu de modification relative aux portées à connaissance. Si vous pouvez préciser votre question, Stéphane, parce que il n'y a pas de délai pour un PAC, on le fait à tout moment, un porté à connaissance dans le cadre de l'avis d'une ICPE. Donc peut-être qu'il y a autre chose que vous visez derrière votre question. Jean-Baptiste, Alexia ou Jacques, est-ce que vous voulez… Normalement, les porter à connaissance, il faut justement les porter à la connaissance avant la modification effective sur le site. Donc ça, oui. c'est ce que dit le texte. Oui. Voilà. Bon. Dans les faits, sur un site existant, bon, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais normalement, hein, ce qui est dit, c'est que ça doit être porté à la connaissance du préfet avant la mise en œuvre du projet. Après, il y a pas mal de choses, je sais pas, qui avaient été d'ailleurs transmis par la philologue. Il y a des guides sur les modifications substantielles ou non, et à quel moment. Donc, il y a eu une version 4 là, qui est sortie récemment, justement, comment se positionner par rapport à ces portées à connaissance. Et malheureusement, il n'y a pas de délai réglementaire pour l'instruction de ces portées à connaissance, et c'est vraiment… oui. Je confirme que ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et on a des fois, on porte à la connaissance du préfet, mais en fait, ils ont, les services instructeurs ont les dossiers d'autorisation en haut de la pile. Et puis, et c'est vrai que les porter à connaissance, c'est compliqué. Alors, une circulaire fixe le délai de réponse de l'administration à 2 mois. Je ne sais pas si vous avez la date de la circulaire, ça pourrait rendre service à tout le monde. Moi, peut-être une circulaire générale alors dans les relations d'administration avec le public. Ouais, il me semble, ça me dit vaguement quelque chose, mais alors clairement, c'est pas appliqué. Élie, si vous pouvez mettre la référence de la circulaire, ça peut nous permettre de voir. Je pense que c'est… Oui, Jacques. Dans ces cas-là, ils prennent souvent des arrêtés de report de prolongation d'instruction. Ça, c'est devenu monnaie courante. Merci Élise de chercher. Il n'y a pas de délai réglementaire, ce qui peut prendre beaucoup de temps, oui. Alors d'ailleurs, par rapport à cela, lorsqu'on fait un porté à connaissance, moi, le conseil que je donne lorsqu'on n'est pas dans un risque de modification substantielle qui pourrait être interprété comme impliquant le dépôt d'un nouveau dossier de demande d'autorisation. Mais si c'est un porté à connaissance, style mon calendrier de mesures compensatoires est décalé dans le temps parce que voilà, il y a des intempéries, etc. Ne pas faire un porté à connaissance en terminant, on attend votre autorisation pour valider le présent nouveau calendrier. Surtout pas. Parce que là, on se piège du fait de l'absence de délai réglementaire pour le retour. Généralement, il n'y a pas de retour de l'administration sur les PAC, sauf s'ils considèrent qu'il faut un nouvel arrêté préfectoral, voire un dépôt d'un nouveau dossier. Donc vraiment, prendre le porté à connaissance pour ce qu'il est. Je porte à votre connaissance, mais je n'attends pas de votre part un retour spécifique. Alors, sous les réserves de chaque dossier et de l'éventuelle conséquence si on est en limite. Partagez, Jean-Baptiste, Alexia? Complètement. Complètement, il faut proposer et pas attendre un retour. Enfin, voilà, moi je dis tout le temps ça à mes clients. Voilà, il ne faut pas dire merci de me dire ce que je dois faire. C'est plutôt je pense faire ça et voilà. Et donc, dans merci, la Alexia. Circulaire. Voilà, c'est la circulaire du 14 mai 2012. Alors, on est sur le point que j'évoquais justement, sur un PAC pour un changement notable.
apporter dans un délai maximal de 2 mois à partir du moment où l'exploitant a transmis les éléments d'appréciation nécessaires. Donc, si au bout de 2 mois, il n'y a pas de retour, c'est que ce n'est pas un changement notable. À partir du moment où l'exploitant a transmis l'élément d'appréciation nécessaire, ça veut bien Ouais. dire que le pacte doit être assez complet et parfois C'est vrai. il faut justifier de tout ce qu'on n'impacte pas pour justement minimiser l'impact du changement. Oui. Le dossier sera étayé, justifié qu'on ne touche pas à tout ce qui est dérobe, environnement, zone humide par exemple, qu'il n'y a pas de modification des seuils, des différents seuils et tout ça. Juste parfois pour changer un simple outil ou un mode de phasage ou comme vous le disiez, des délais d'application de certaines obligations. En général, les dossiers PAC qui ne font pas de retour sont ceux qui sont les plus complets. Oui, il ne faut surtout pas cacher, sinon on se piège et après on peut être bloqué. J'ai eu le cas dans un entrepôt où l'administration a imposé de démonter une mezzanine. Parce que nous, ça avait été traité comme un PAC, non-événement et sans tout dire. Merci, merci Grégoire. Je crois que c'est Grégoire qui a mis en ligne le lien du texte de la circulaire. Bien, écoutez, il est 54. Asna, je te repasse la parole sans avoir remercié très vivement Alexia, Jean-Baptiste et Jacques pour vos interventions très complémentaires avec ces regards croisés. Et Asna, le mot de la fin. Oui, merci beaucoup à tous nos intervenants et au temps consacré à la préparation de cette matinale. C'était très intéressant. Et merci à l'ensemble des participants, parce qu'on a eu beaucoup de participants. Donc, on est ravis que cette matinale ait eu du succès et on vous donne rendez-vous pour la prochaine, qui est une matinale sur la neutralité carbone en juin. Date précise, Asna, peut-être 18 juin, la date voilà. précise. Même horaire. Même horaire, oui. 10h midi. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.